promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Nous sommes lundi 14 août 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans le scanner sur Kavi Media, le média du développement. Vous le savez déjà, le scanner est votre émission de prédilection qui vous permet de comprendre l'actualité au pluriel. Au menu de ce lundi, la junte nigérienne continue son offensive diplomatique face aux sanctions incessantes des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le CNSP élargit sa liste de soutien après le Mali et le Burkina Faso. Une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, conduite par le général et reçu même au palais Mohamed V par le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. La délégation, après avoir transmis le message de salutation du président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, le président guinéen, colonel Mamadi Doumbouya, a réaffirmé son soutien aux autorités nigériennes au nom du panafricanisme. Question à présent, ce soutien de la Guinée est-il la suite logique du communiqué du 31 juillet dernier? Le CNRD sera-t-il en mèche avec le CNSP qui entend poursuivre Bazoum pour haute trahison? Décryptage à suivre dans cette émission. Et puis, après avoir réitéré l'interdiction de tout mouvement de soutien et toute forme de manifestation sur toute l'étendue du territoire national, dans un communiqué datant du 24 décembre 2022, la ville de Kankan semble ne pas respecter cette mesure de CNRD. Hier dimanche, un mouvement de jeunes favorable à la junte militaire était dans les rues de Nabaya, un acte condamné par plusieurs observateurs qui craignent notamment le retour des sirènes révisionnistes, retour à la case de départ ou naissance des mouvements préfinancés. Des interrogations fusent de partout et nous tenterons tout à l'heure d'avoir des réponses dans la ville de Nabaya avec notre confrère Laïfamo Kondé. De la plaie, place à la cicatrisation. Le gouvernement guinéen décide enfin d'appliquer les mesures fortes suite aux différents drames enregistrés dans les inondations. Désormais, toutes les habitations obstruant le passage des eaux seront démolies. L'annonce a été faite la semaine dernière par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La Géroute se chargera de cette importante mission qui permettra sans doute d'éviter d'autres pertes en vie humaine. Pouvons-nous alors qualifier
cette décision tardive? Y avait-il un autre moyen de prévenir en lieu et place de guérir? Est-ce du médecin après la mort? Analyse de nos débatteurs à suivre dans cette émission. Le scanner et cet autre sujet à débattre dans cette émission. L'Alliance pour le progrès et le nouveau APR, à sa tête Pépé Francis Haba, rejoint le cadre du dialogue interguinéen. Cette coalition composée à majorité d'anciens partis membres de l'ANAD choisit de participer au dialogue autrefois récusé par les partis membres. Sudocom parle d'arrangement politique et d'une somme de 250 millions de francs guinéens proposés à chaque parti. Pépé Francis Haba a une autre réponse. Il est notre invité et vous l'entendrez dans un court instant. Installez-vous confortablement. On démarre dans un court instant. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Vous êtes sur la 89.5 en bande FM sur Kavi Media. Si vous nous regardez à l'instant même sur Facebook, vous êtes sur Flash Guinée Kavi Media sur Instagram, YouTube. Vous pourrez aussi suivre en direct cette émission et avoir la possibilité de réagir. Et nous nous ferons le plaisir de relayer toutes vos réactions en direct dans cette émission. Chaque matin, il nous accompagne, il m'accompagne. Nous menons cette aventure ensemble. Ce sont les débatteurs de cette émission, Ali Badara Kila. Malgré la pluie, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Oui, ça va, tu t'es en sorti? Oui, très bien, malgré... les fortes pluies, hein, nous sommes au mois d'août en plus. Même pas les fortes pluies, aussi l'indiscipline de certains chauffeurs dans la circulation qui pose problème. Ouais. Mais bon, c'est aussi l'image de la République quand toutes les institutions sont méconnues et irrespectueuses de nos valeurs. Pourquoi pas les citoyens vont suivre les mêmes pas que voilà, les chefs. Donc toujours droit dans ses bottes. Bienvenue en Guinée. Je te comprends. Bienvenue en Guinée. La seule joie dans ce pays, la seule joie, le seul bonheur qui tend vers assez de richesse, c'est quand tu te verras devant un vol à l'aéroport international de Conakry, c'est le seul bonheur. Oui, mais c'est le seul bonheur en Guinée. Hein? On ne va pas encourager l'immigration. En tout cas, moi je le dis, c'est le seul bonheur en Guinée quand tu te vois devant un avion pour quitter le pays. Peut-être pour toi, pas forcément. Lui, c'est l'enquêteur en chef de cette émission. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah. Bonne semaine. Bon début de semaine. Merci. Toujours en veste, le macroniste. On parle de ce sujet et je commence carrément vers toi. Le colonel Mamadi Doumbouya qui reçoit une délégation du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, en tout cas conduite par le général, tu le connais, l'un des bras droits du général Kiani, Abdourahmane Kiani, qui n'est autre que Moussa Salaou Barmou. Moussa Salaou un nom que j'ai eu du mal à dire tout à l'heure dans mon introduction. On retient tout de même Moussa Dadis Camara. Non, on va pas faire. Oui, c'est pour vous rappeler quoi, parce que vous avez du mal à j'ai du mal à prononcer son nom. Honnêtement, c'est Moussa Salaou Barmou, si j'y arrive. Souvenez-vous de Moussa Dadis Camara. Ouais. Voilà. Allez, le colonel qui réitère son engagement vis-à-vis du peuple nigérien au nom du panafricanisme. Oui, c'est une suite logique. Vous savez que dès après la prise du pouvoir du CNSP du côté du Niger, après que la CEDEAO avait brandi cette sanction, tout au moins cette intervention militaire, nous avons vu les communiqués qui foisonnaient de part et d'autre. Je vais parler de ces trois pays qui sont en transition. Le Mali, d'ailleurs, le Mali et le Burkina, c'était un communiqué conjoint. Ensuite, la Guinée, donc, qui avait fait son communiqué à lui. Et je me dis que c'était une suite logique. Il fallait. J'ai la question qu'elle me pose, pourquoi la même délégation ou les mêmes délégations qui se sont rendues du côté de Mali et du Burkina Faso, ce n'est pas la même composition que nous avons reçue chez nous ici. Oui. Ce qui sous-entend tout simplement, il y a, bon, à mon avis, il y a tout au moins, disons,
une petite différence du point de vue point diplomatique, puisque le numéro 2 quand même, je vais parler de Salifou, du général Salifou, c'est le numéro 2 du CNSP, c'est lui qui avait conduit la délégation du côté du Mali et du Burkina Faso. Bon, en Guinée ici, c'est Moussa Salaou. Effectivement. J'ai suivi son exposé. Oui, parlant de discours, on va aller avec la réalisation, écouter les deux discours et du général Moussa Salaou et du colonel Mamadi Doumbouya, président de la République de la transition guinéenne, s'il faut le dire. Je voudrais de prime abord vous témoigner toute notre profonde gratitude pour avoir, dans un délai, en tout cas avec toute la promptitude, accepté de recevoir cette délégation du Niger, délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, délégation mandatée par le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées. Il est question ici de montrer la gratitude du CNSP et de tout le peuple nigérien pour la solidarité et le soutien indéfectible à travers, dans un premier temps, la déclaration du 31 juillet du CNRD suite aux événements que vous connaissez. Et ce message a été très fort. Et pour ce faire, marquer la solidarité effectivement de la Guinée vis-à-vis du Niger. Ce que je voudrais dire ici, au nom du général Abdourahmane Tiani, était que nous étions, en tout cas le peuple nigérien, était très inquiet suite à certaines dérives aussi bien sur le plan sécuritaire, dérives consécutives à des problèmes qui tournent autour d'une corruption endémique. Il importait donc que pour la sauvegarde de notre nation, nous puissions prendre nos responsabilités devant le peuple nigérien et devant l'histoire, afin de sauvegarder l'avenir de notre patrie, qu'est le Niger. En ce qui concerne la République de Guinée, nous sommes panafricains. Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes toujours présents et on sera toujours là. Et ce qui a été le cas pour nos frères du Mali, du Burkina et du Niger, pour nous, il n'y a que nous qui pouvons trouver la solution à nos problèmes. Notre position, elle est claire. C'est vraiment de faire face aux problèmes de nos peuples, qui est pour nous très très important. De suivre l'intervention du président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya, et du général Moussa. J'arrive cette fois-ci, Salaou Barmou. Ouais, merci. Voilà. Oui, au nom du panafricanisme. Oui, au nom du panafricanisme, malheureusement, j'ai envie d'entendre Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, et j'en passe, puisque le panafricanisme, cette expression galvaudée... est un grand panafricaniste, hein, quand même. Hein. C'est lui qui vient de le dire. Mais non, je n'invente rien. Pas que lui, on a entendu des gens ici nous brandir. Mais Alpha, que pensez-vous d'Alpha? Non, je n'ai pas une comparaison, je suis en train de faire. On est en train de parler de ce cas précis. Mais non, mais si vous voulez, je suis bien. Cette question, moi, je pense que il n'y a pas grand-chose. Il y a l'expression qui est assez galvaudée, il y a son contenu et il y a la réalité. Aujourd'hui, et partout là où les putsch se font, ou disons que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, c'est ce panafricanisme qu'on met en avant. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire
il devrait nous dire exactement qu'est-ce qu'il voulait de la Guinée. Il voulait de la Guinée un soutien militaire au cas où, parce que c'est qu'on ne nous dit pas, parce que la junte nigérienne, elle est complètement assise sur, disons, sur une bombe, disons comme ça, parce que la situation est tellement gravissime qu'au Niger, aujourd'hui, il y a des fissures du point de vue même social et au niveau même des forces de défense et de sécurité. Et même la diplomatie internationale, il y a une incompréhension là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas, en faveur de... Donc la junte nigérienne est en train de chercher des soutiens un peu partout en Afrique de l'Ouest. Oui, notamment ses homologues putschistes qui sont le Mali, oui, le Burkina Faso. En Algérie, il n'y a pas de putsch. Oui, mais il cherche à approcher l'Algérie. Non, mais l'Algérie, le soutien, c'est un soutien des principes. L'Algérie, il y a une frontière quand même de plus de 1000 km qui si nous devons parler de principe, le Burkina aussi, c'est une question de principe. Qui sépare l'Algérie et le Niger. Donc l'Algérie a peur qu'il y ait ce qu'on appelle l'effet... l'instabilité dans la sous-région ou la menace au niveau de ses frontières. Donc voilà entre autres, à mon avis, c'est une peine perdue parce que voilà, et ça ne sert à rien. Donc la junte a vraiment cette pression de la CEDEAO exercée, même si elle ne veut pas reconnaître cela. Mais le problème est palpable. Au-delà de cette sanction économique, aujourd'hui, c'est que toutes les cartes sont sur table en ce qui concerne l'intervention militaire parce que, disons-nous la vérité... Parce que la force en attente a été quand même activée. Et nous avons suivi Alassane Ouattara quand même qui avait fait un compte-rendu et qui nous avait même expliqué un peu toutes les prévisions budgétaires et financières que la Côte d'Ivoire envisageait et le bataillon qui devrait intervenir du côté du Niger. Tout cela, je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses. On ne peut pas accepter que les putsch surgissent de partout parce que la CEDEAO aussi, elle ne fait absolument rien. Elle a pris à disparaître. Bien. Oui, Akila, on a suivi les deux discours, les deux interventions et du général Moussa Barmou et du colonel Mamadi Doumbouya. Une association de pauvres. Tu réitères encore. Une association de misérables. Non, on ne va pas aller jusqu'à dire misérables, de pauvres alors. Une association de pauvres et de misérables. Parce que quand vous prenez... On peut être pauvre sans être misérable. Alors, eux, les transitions là, elles sont misérables. Vous savez, ce qui me fait rire, c'est quand on me parle de ce faux panafricanisme, ce faux débat, ce faux dossier. Alors que d'un côté, quand vous tombez malade... Vous partez vous soigner sur les mêmes colons. Mais ça me fait rire. Quand je vois l'émissaire du Niger parler comme quoi il parle au nom du Niger, vu les dérives sécuritaires, des bandes d'incapables réunis comme ça qui étaient aux alentours de la présidence et qui assuraient la sécurité, qui avait toute une garnison, des bandes d'incapables qui ont été incapables d'ailleurs de combattre les terroristes qui maintenant se tapent la poitrine devant un simple civil qui n'est rien d'autre que Bazoum. Et la junte même compte poursuivre le président Bazoum pour trahison. Non mais ça c'est du n'importe quoi. C'est l'autre information. Non mais ça c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Il est venu, c'est-à-dire, c'est quand ils ont en face d'eux des médias, ils viennent papoter. Après vous les suivez à la queue leu. Parce que moi je ne peux pas comprendre. D'ailleurs, ce qu'il a dit au colonel Mamadi Doumbouya ne justifie pas ce coup d'État. Ça ne justifie pas. Vous avez vu, il porte une tenue, il se sent à l'aise, il dit ouais le pouvoir est doux. Mais des fois le pouvoir il rend fou. Maintenant quand je vois il dit non et c'est les dérives sécuritaires. Mais c'est eux la sécurité. C'est eux qui doivent imposer la sécurité. Très belle analyse parce que c'est eux qui ont des tenues, c'est eux qui ont des armes, pas Bazoum. Exactement. Bazoum n'est pas militaire. Quand il y a des problèmes, il faut situer les responsabilités. Mais des bandes d'incapables comme ça, ils disent non, c'est le président. Le président, il décaisse l'argent. Il vous donne en tant qu'agent. Il vous demande de rétablir l'ordre dans la cité. Maintenant, si vous êtes combattu par les djihadistes, pourquoi ne pas prendre vos armes, aller les combattre? C'est un président que vous démettez, vous le prenez, vous dites, non mais c'est parce qu'il ne dirige pas. Bazoum n'a fait que 2 ans.
Le premier mandat de 2 ans, on vient, on le récupère, on dit non, ton pouvoir est fini parce que tu n'arrives pas à gérer tout, des incapables comme ça. Maintenant, on le voit en Guinée avec un autre président qui se tape la poitrine qu'il est panafricain. Arrêtez, il faut nous sortir de ce débat. Ce débat de panafricain là n'a pas lieu d'être, n'a d'ailleurs pas droit d'être. Les panafricains, c'est pas comme ça ils se comportent. Un bon panafricain est un démocrate si les gens ne le savent pas. Donc concrètement, la Guinée ne doit pas apporter son soutien à la junte nigérienne. Des malvenus au pouvoir vont s'entraider. Si vous êtes venus... Non, pour le cas guinéen, c'est une autre situation. Non, mais on ne peut pas comparer la situation. C'est à travers l'aide des armes. Oui. C'est à travers l'aide des armes, quel que soit le comportement d'Alpha Condé. Mais ceux qui l'ont enlevé sont venus à travers l'aide des armes. Ouais. Donc, ils sont tous des poukistes. Ouais. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, celui du Niger, mais moi je vous le dis encore une fois de plus, le soutien de Mamadi Doumbouya sera un soutien indélébile, ça ne va pas prospérer, ça n'aura pas d'impact. Parce que Mamadi Doumbouya est d'ailleurs le partenaire de la France. Et vous avez vu comment la France est opposée aujourd'hui à la situation du Niger, aux poukistes du Niger. Donc Akila Mamadi Doumbouya est en train de jouer un double jeu. Non mais c'est un double jeu. J'ai vu la tête de Maurice Sanda Kouyaté qui est assis, qui dit non mais le président est en train de parler. Regardez, voilà, regardez. Voilà, pour se faire voir. Vous avez d'ailleurs vu la tête de Mamadi Doumbouya. De Maurice Sanda. De Maurice Sanda Kouyaté, il faut aussi regarder la tête de Guiba. Comment ils sont assis? Mais c'est des gens abattus. Ouais. Parce que quand vous vous tapez la poitrine, vous parlez du panafricanisme. Des pauvres panafricains, Mais moi, je ne peux pas comprendre jusqu'aujourd'hui qu'on va encore nous parler de panafricanisme. Vos matières premières qui sont là, il faut l'aide des Blancs. Vous parlez d'autres choses, même de l'argent. Le franc CFA que le Niger est en train de manger. La banque, on sait d'où elle vient. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a tous ces problèmes. S'il y a eu dérive sécuritaire, les responsabilités doivent être... et aussi partagé pour ne pas qu'on tombe dans de tels drames. Le Niger est en train de tirer le diable par la queue aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après mes informations, que le sac de riz qui était au moins à un minime... oui, ça ne va pas de ce côté. Au Niger, ça ne va pas. On parle de 750 francs CFA. Les sanctions économiques sont en train d'affaiblir la junte nigérienne. C'est ce qui est évident. C'est une réalité. Là, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Abdallah, c'est une association de plaisantins. Bien. Oui, c'est une association de plaisantins. Akila. Très énervé ce matin. Une association de misérables. Vous ne pouvez même pas diriger votre pays. Des incapables ainsi qui disent c'est une dérive sécuritaire. On va se calmer. Lui-même qui porte la tenue. On va se calmer. Mais je finis, je suis calme, je suis calme. Lui-même qui porte la tenue, là où il est, on sait que quand les djihadistes vont s'attaquer au Niger, peut-être qu'il va rentrer sous le lit, il ne va pas aller affronter. Regardez sa peau. Sa peau d'ailleurs prouve à suffisance qu'il était dans le beurre au temps de Bazoum, il n'était pas sur le terrain. Mais les généraux sont plus politiques. Hein. On ne voit pas de général à la guerre en Afrique, donc attention. Alors qu'il se taise, qu'il se calme. Bien. En tout cas, ça ne prouve pas, ça ne justifie pas ce coup d'État. Comme on l'aime dans cette émission, Akila qui sait, en tout cas, il s'est gardé ses positions, toujours droit dans ses bottes. Nous, on parle de cet autre sujet sans transition, après avoir réitéré l'interdiction de tout mouvement de soutien à Akila, de toute forme de manifestation sur toute l'étendue du territoire. Cancan brise les règles et aucune sanction pour le moment. Est-ce un mouvement préfinancé? Nous allons aller tout à l'heure sur le terrain pour en savoir parce que nous avons quand même eu à joindre notre confrère Laïf Famo Condé qui est président de l'association des journalistes de la région de Cancan à JRK. Il est en même temps correspondant du groupe Évasion de ce côté. Mais aujourd'hui, on sent que cette transition est à la dérive. Si nous ne pouvons pas quand même respecter ce qui a été dit, c'est un communiqué qui a été pris dans un premier temps le 11 septembre 2021. En 2022, en décembre 2022, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui vient encore, pourquoi pas, Sadiba Koulibaly, le général Sadiba Koulibaly, qui est venu à l'époque chef d'état-major. Il a fait un communiqué pour dire qu'il ne voulait pas de mouvement de soutien. Aujourd'hui, ces mouvements, les choses ont changé. Et pire, c'est le fief de Mamadi Doumbouya qui engage les débats, qui annonce les hostilités. C'est quand même à la Moussa Dadis. On a déjà en ligne notre confrère du côté de Cancan, M. Laïf Famo Condé. Laïf Famo Condé, bonjour.
Bonjour Abdallah, bonjour à tous les chroniqueurs. Merci d'accepter cette invitation et d'intervenir dans cette émission. Le scanner, on nous l'a annoncé, hein, j'ai vu même un de vos articles sur un site de la place. C'est ce mouvement de soutien en faveur du colonel Mamadi Doumbouya précisément et plus large, on peut dire en faveur du CNRD. Qu'est-ce qui se passe du côté de Nabaya, Laïfamo? Hier, contre toute attente, nous en tant qu'hommes des médias, on a appris qu'il y a un mouvement de soutien en faveur du CNRD et à son président, le colonel Mamadi Doumbouya, natif de Kankan. Donc les jeunes sont sortis spontanément, selon ce qu'ils ont dit, à l'amont, spontanément pour exprimer leur soutien au président de la République, vu qu'il est en train de réaliser ses projets de développement en faveur de la Guinée. Donc les jeunes sont sortis. Le rond-point Koumarala a été le point de rencontre de ces jeunes, malgré que la manifestation n'a pas... la mobilisation était très faible, mais quand même les jeunes sont sortis pour soutenir le colonel Mamadi Doumbouya. Et lorsque nous avons tenté à faire réagir certains, nous avons compris que ce n'est pas un mouvement de soutien proprement dit pour la réussite de la transition ou bien pour quoi que ce soit, mais on a compris que ces jeunes-là sont sortis pour demander au colonel Mamadi Doumbouya de se maintenir au pouvoir. De se maintenir au pouvoir, vous le dites. Alors, Condé... oui, bien sûr. Parce qu'on a écouté une dame hier qui disait que le colonel n'est pas venu pour la transition, il est venu, lui c'est leur président, il s'est sacrifié pour la jeunesse et la jeunesse aussi s'est sacrifiée pour le colonel Mamadi Doumbouya. D'accord. Oui. Est-ce que c'est pas une politique bien... Elle a même souligné qu'elle est prête à mourir pour le colonel Mamadi Doumbouya. En tout cas, ces jeunes ont souligné qu'ils sont prêts à mourir pour le colonel Mamadi Doumbouya. Je répète les propos. C'est évidemment ça? Oui, c'est ça exactement. Après, on a compris que c'est un mouvement qui a été piloté depuis Conakry parce que lorsque Monsieur Kama, parce que le point de départ de la manifestation c'était le rond-point Koumarala. Après, les jeunes se sont dirigés au rond-point Mbalia, au centre-ville de Kankan. Après, terminer leur manifestation à la place des Martyrs. Donc, dans son discours, on a compris qu'il y avait des communes de l'État qui étaient vraiment derrière cette manifestation à Kankan, ce mouvement de soutien à Kankan. Il a cité pas mal de noms qui étaient derrière ce mouvement de soutien depuis Conakry. Donc on a compris que le jeune il a été mandaté par les fils de Kankan qui sont à des postes de responsabilité, à des régies financières à Conakry, qui ont commandité ce mouvement de soutien. Parce que il faut le souligner, le colonel Mamadi Doumbouya, il était à Kankan lors de la fête de Tabaski. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été planifié lors de son séjour à Kankan? Donc, ce sont ces interrogations que nous nous posons nous, en tant qu'hommes de médias. Alors, Condé, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, c'est clair, c'est pas parce que le colonel Doumbouya est en train de bien faire justement son travail lié au développement, mais c'est parce que ces jeunes réclament son maintien au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une politique? La question, est-ce que ce n'est pas une politique bien nullée qui consiste à amener ces jeunes-là à se prononcer en faveur du colonel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de certains noms qui seraient derrière ces mouvements-là. Est-ce que vous avez quelques noms? Bon, la première question, vous savez, moi, à l'amont de ce mouvement de soutien, j'ai appris quelques échos comme quoi, par exemple, la famille présidentielle était impliquée pour la manifestation de ce soutien. Les responsables de jeunesse des 27 quartiers de la commune urbaine de Kankan étaient tous impliqués dedans. Hier même, on a vu ces jeunes... ces responsables de jeunes dans les différents quartiers de Kankan qui étaient aussi mobilisés, la DCJ, la DPJ, le maire de la commune urbaine de Kankan qui était également à la place des Martyrs. Ça veut dire que
a été planifié. Et on apprend même que le gouvernement a été informé par rapport à cette manifestation de soutien. Alors, qu'est-ce que... À la deuxième question, il y a des noms qu'il a cités. C'est pas un colonel, c'est pas de quelle unité qu'il a cité nommément. Il a cité un certain Carlo qu'on ne connaît pas. Donc, il a cité des gens qu'on n'a aucune information sur leur identité, sur comment dirais-je, leur activité. Des personnes tapis dans l'ombre qui essaient quand même de pousser ces jeunes à la manipulation, qui sont en train de pousser ces jeunes. Oui, parce que le gars, il a dit hier dans une interview à côté, il dit que c'est un mouvement qui a déjà commencé à Kankan. Ils vont organiser le mouvement dans toutes les préfectures de la Guinée, certainement le 8 de Sigiri, après Sigiri, certainement ça, et puis les autres préfectures vont suivre vraiment le pas. Alors, moi, je voudrais juste savoir, parce que quand je me rappelle lors d'une manifestation des femmes pour le retour d'Alpha Condé, on a vu qu'elles ont été arrêtées et même d'autres ont été condamnées. Et maintenant, on nous parle d'une autre organisation malicieuse, voilà, d'une campagne pour le maintien au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'on peut, selon vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que ça vous dit et comment vous expliquez cet aspect? Est-ce qu'il n'y a pas du 2 poids 2 mesures? Effectivement, il y a du 2 poids 2 mesures parce que les femmes sont sorties à Kankan pour effectivement réclamer le retour du professeur Alpha Condé au pouvoir. Ces femmes ont été arrêtées, jugées et condamnées à Kankan. Les jeunes sont sortis également pour manifester pour le retour du courant dans les ménages. Ces jeunes aussi ont été arrêtés, jugés et condamnés. Donc, moi je viens d'entendre le ministre de la Justice sur une radio de Conakry qui dit déjà qu'il a instruit le procureur de saisir les services de police judiciaire afin d'engager des poursuites contre ces manifestants, les commanditaires, les organisateurs de tout ce qui est lié à cette manifestation, parce que selon le garde des Sceaux, il dit que le président de la transition a été très clair, il n'est pas venu pour le soutien, il n'est pas venu pour se maintenir au pouvoir. Il a été clair, ni lui ni aucun membre du gouvernement ne sera candidat pour les prochaines élections. Donc, que c'était un mouvement qui n'était pas autorisé par les pouvoirs publics. Et hier, à la place des Matix, c'est la même question que j'ai posée. Lorsque j'ai posé la question, je n'ai pas eu de répondant. J'ai dit, est-ce que la manifestation a été telle autorisée devant le DPJ, devant le DCJ, mais aucun d'eux ne s'est vraiment prêté à répondre à cette question. Condé, donc ça veut dire que vous nous confirmez la présence de toutes les autorités de Kankan, morale, administrativement parlant, toutes les autorités. Non, à part le préfet, le gouverneur, le maire était là-bas, le DCJ était également sur les lieux, le DPJ également. Tous les responsables de jeunesse, des 27 partis de jeunesse, étaient également dans ce mouvement de manifestation. Parce que je rappelle qu'il y a eu un entretien à l'amont où les présidents des 27 quartiers de Kankan, de jeunesse des 27 quartiers de Kankan étaient conviés afin de mobiliser les jeunes dans les quartiers pour pouvoir sortir, pour manifester leur soutien au colonel Mamadi Doumbouya. J'apprends également que la dernière réunion s'est tenue au domicile de la sœur du président de la transition au quartier de Kiteri. Ça veut dire que tout a été planifié, commandité et les organisateurs ont mis en application ce qui a été planifié. Alors, quelle était l'atmosphère après cette organisation? Quelle était l'atmosphère entre Sobé, Chérifoula, comment dirais-je, Harlem? Comment était l'atmosphère? Parce que là, c'est les bastions du RPG. Non, Kankan, d'abord, Kankan est traditionnellement le bastion inconditionnel du RPG arc-en-ciel. Mais le mouvement n'a pas impacté les activités à Kankan. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, parce que la mobilisation n'était pas de taille. Les jeunes n'ont pas... La manifestation en elle-même n'a pas duré. Elle n'a même pas pris 1 heure de temps.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas tellement de mobilisation. C'était un non-événement, c'est-à-dire, ça veut dire que c'était un non-événement. Bon, pas un Non, pas un non-événement, attention. On parle d'interdiction de manifestation. L'image est partie loin. Ah oui, pas un non-événement parce que le coup d'envoi a été donné à 15 ans. Est-ce que les autres présidents sont dans la même idéologie, sont dans la même dynamique pour soutenir le CNRD? C'est la grosse question aujourd'hui qu'il faut se poser. Parce que s'il y a des gens qui sont à Conakry, qui sont derrière ce mouvement-là, s'il y a l'État de Kankan, ceux qui sont les fils de Zérékoulé, qui sont dans le gouvernement, qui sont dans les départements ministériels, ne sont pas encore en train de projeter les mêmes manifestations à Zérékoulé, à l'Abbé et partout en Guinée. Donc c'est la grosse question qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais ce qui reste clair, hier la manifestation de Kankan, ce n'était pas un non-événement, mais elle n'a pas été une manifestation en grande pompe. Bien. En tout cas, Laïfa Mokonde, merci pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes du côté de Kankan. Vous êtes le président de l'AJRK. Merci d'être intervenu dans cette émission, Laïfa Mokonde. C'est à moi de vous remercier. Donc, on a écouté notre confrère Laïfa Mokonde. Tout est déjà dit. Le gouvernement qui aurait pris des dispositions à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le tout-puissant Alphonse Charles White. Ouais, c'est le syndrome, c'est le syndrome du troisième mandat d'Alpha. Vous savez, ça a commencé comme ça. Ouais. De l'autre côté, on interdit les uns les autres de se regrouper pour une cause. De l'autre côté, on autorise les uns les autres de manifester pour la même cause. Donc, je pense que... Et c'est pas... Moi, je ne suis pas étonné. Vous savez, on avait officiellement interdit les mouvements de soutien, mais officieusement, ça continuait. Parce qu'il y avait toujours des tournois. Oui. Au nom de tel, au nom de tel. Mais nous avons le FNDT ici qui a été créé pour contrecarrer le FNDC. Mais c'est ça, c'est une évidence. C'était un mouvement de soutien, c'était un mouvement vide de sens. Et je pense on va inviter Bogola Rabat. Et là, tu auras un débat houleux. C'est mon grand frère. Hein. Là, j'ai aucun problème. Mais c'était un mouvement vide de sens. Et je pense que là, le colonel est en train de... Il est en train de perdre l'honneur. Je pense que là, il faut qu'il... Est-ce que le gouvernement doit vite réagir à travers un communiqué ou une communication officielle? Mais si c'est le même gouvernement qui est derrière ce mouvement, que voulez-vous réagir? Vous nous parlez de quel communiqué? Est-ce que c'est une première? Je vous dis que déjà à Conakry, il y a un maire, je tais le nom, qui d'ailleurs serait prêt à prendre les jeunes taxis-motards pour aller dire la même chose au colonel Mamadi Doumbouya au palais M5. Ça a été dit depuis des mois passés. Oui, parce que lui, il veut se maintenir à la tête de la mairie. Évidemment. C'est le maire de Matoto, ça. Non, il ne faut pas indexer parce que là, après, on n'a pas de feu, mais... Il l'avait fait pour la première fois. J'ai dit, ce sont mes propos à moi. C'est lui qui avait payé ici les taxis-motos. Vous vous rappelez quand le colonel était allé du côté de la Turquie, au retour, c'est lui qui avait mobilisé ici les jeunes. J'ai dit encore une fois, et je ne tourne pas autour du pot, il s'agit de Mohamed Patos Camara. Ça m'engage que moi. D'accord. Voilà. En tout cas, on nous livre à une scène de pantalonnade des gens qui ont beaucoup souffert, qui ne peuvent même pas gagner les prix de sac de riz, se réunissent pour aller danser comme quoi le colonel Mamadi Doumbouya doit rester au pouvoir, qu'une dame même aurait dit qu'elle est prête à mourir pour le colonel, mais paix à son âme. Mais oui, non mais sérieux, mais nous sommes dans un pays aujourd'hui où les gens sont effarés, les gens n'ont plus de repères, parce que je ne peux pas comprendre que de telles personnes encore peuvent être dans la société. Si toutefois le maire de Kankan était présent à ces lieux, il y avait autre autorité aussi qui était présente. Il y avait la direction, je pense, de la jeunesse. Je crois bien, si la transition elle est sérieuse, c'est de foutre ces mêmes personnes en prison. Non, attendons de voir. Oui, on doit les juger. Mais il faut les juger. Ceux qui n'ont pas manqué aux femmes qui ont manifesté pour leur affection pour Alpha Condé, on doit les juger. Nous sommes dans la continuité. On doit les juger. Mais vous parlez du droit. On ne doit pas se retrouver, on doit les juger. Non, vous rêvez debout là. Comment se fait-il que... Vous rêvez debout. C'est très important. Comment se fait-il que... C'est très important. Peut-être que tu n'as pas compris ce que je veux dire. Pourquoi il faut les juger? Vous évoquez la logique. Pourquoi il faut les poursuivre? Ça, c'est la logique, ça. Mais la réalité est tout autre. Moi, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. De voir cette réalité. La logique, elle est... Vous évoquez la logique. C'est vrai, c'est la logique. La logique voudrait que ces gens-là soient jugés. Ils ont amadoué le capitaine Moussa Dadis Camara. En réalité, moi je dis que c'est des personnes comme ça qui ont fait échouer la transition en 2008. C'est une politique bien nullée à partir de Conakry. Si tout est préparé à partir d'ici, on doit les arrêter et les trimballer en justice. C'est un essai
sont en train de voir. Alors, ce essai a Ils échoué. sont en train d'essayer de voir si ça peut. Moi, je vous informe que. Je vous informe aujourd'hui. Dans toutes les perspectives aujourd'hui. Honnêtement, Dans toutes les perspectives. Le dire est très important. Oui, je suis d'accord avec lui. Si vous prenez, mais cet essai a échoué. Si vous prenez la femme du colonel qui avait disparu des radars pendant des années, aujourd'hui on la pousse à sortir pour se faire voir, au moins pour qu'on dise que pour la toute première fois, une première dame est sortie pour aider les gens. Mon Dieu. Mettez cela en feu. Je finis. Kaba, non, mais ça c'était un président. applaudir. C'était un président démocratiquement élu. Gene Kaba l'a fait pour l'humanisme. Mais contrairement à la femme du colonel, j'attends de voir la suite. Mais je dis encore une fois, ces personnes qui nous imposent aujourd'hui cette maliciosité doivent être poursuivies devant la loi. Ça, c'est logique. Si la transition, elle était sérieuse. C'est logique. Si la transition, elle était sérieuse. Si la transition, elle n'est pas venue pour nous imposer sa dictature, son dictat, elle doit réagir. En réagissant, il faut que ces personnes soient trimballées devant les juridictions compétentes. Mais je sais encore une fois, parce qu'aujourd'hui les procureurs là vivent des poches de la transition. Et Charles White qui dit d'ailleurs qu'il va essayer de les poursuivre. J'attends de voir, mais c'est une comédie, c'est un montage qui a été fait. Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne sera poursuivi. Mais au cas où le colonel va se mettre devant une histoire malencontreuse, il sera la seule personne à répondre devant la loi. Parce que jusque-là, je le dis encore, on vit la République bananière. On ne vit pas encore dans une République bananière. Mais si le colonel accepte d'emprisonner les femmes qui ont manifesté leur affection à Alpha Condé, laisser ces personnes, ces vautours-là, manifester pour son maintien au pouvoir et qu'il y ait un problème à Cancan, c'est que la transition elle-même, elle sera responsable parce que c'est des plaisantins, des souffrants, des minables qui sont en train de manifester pour le maintien d'ordre et le maintien du président. Et nous autres, nous demandons le rétablissement de l'ordre. Et quand les gens manifestent pour ça, personne ne sera gazé et le colonel seul sera le seul responsable. Allez, bienvenue dans le pays de Mamadi Doumbouya et d'Alphonse Charles White. Nous ouvrons un autre débat tout à l'heure, juste après cette petite transition, et nous parlons d'inondation en République de Guinée. Le scanner. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kaby Media. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kaby Media. Vous êtes dans le scanner sur Kaby Media, le média du développement. Vous nous écoutez en bande FM sur la 89.5 sur nos différents réseaux synchronisés. Kaby Media, Flash Guinée, Kaby Media. Si vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, vous pourrez suivre cette émission en direct et laisser vos avis. On parlait de ce sujet avant même cette transition. Je vous l'annonçais, de la plaie, place à la cicatrisation. Le gouvernement guinéen décide d'appliquer des mesures fortes suite aux différents drames enregistrés
enregistrés dans les inondations en République de Guinée. Désormais, toutes les habitations obstruant le passage des eaux seront détruites. Il y a quelques minutes, c'est une décision prise par le ministre de l'administration du territoire en collaboration avec l'AGEROUTE qui va être chargé des opérations sur le terrain. Mais est-ce que ce n'est pas du médecin après la mort? Oui, 1 minute à 1000, puisque nous avons notre invité ici. Je pense que c'était les solutions que j'avais énumérées ici la semaine passée, si vous vous rappelez très bien. La construction anarchique a fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une capitale. Nous sommes dans une situation, c'est comme si on vivait dans des bidonvilles. Vous avez vu à Lambani, à Kipé, à Sonfonia, vous avez vu toute cette situation désastreuse que cette pluie a causée. Qui est responsable de cela? Je l'avais dit ici l'autre fois là, vous avez voulu me frapper à qui là-vous ici dans ces studios. Mais oui, je l'avais dit ici. Au lieu de dire que la responsabilité incombe directement à l'État, j'ai dit là, la responsabilité incombe directement aux citoyens qui aujourd'hui veulent même construire dans le ciel. On ne peut pas comprendre comme mais c'est cela la vérité. Vous avez vu l'inondation d'un domicile d'un leader politique, entre guillemets. Oui, on l'a reçu ici même dans cette émission. Effectivement, ces mêmes leaders se plaignaient. Oui, il faut le citer. Et pourtant, il a été quand même... Celui-ci-là, tout ce qui lui arrive ici est causé par un voisin qui a complètement obstrué, justement, disons, toutes les emprises qui pouvaient permettre le passage de l'eau. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, aujourd'hui, si l'État arrive à prendre sa responsabilité pour dégager toutes ces emprises-là, éventuellement sanctionner ceux qui s'hasardent, parce que c'est là aussi le problème. Il faut que l'État sévisse dans ce sens-là et qu'on sorte dans cette situation-là. On ne peut pas tout mettre. C'est vrai que la première responsabilité de l'État, c'est de protéger, mais là, il faut sévir tous ceux qui sont en train de se comporter de cette façon-là. Oui, rapidement, mon Akila. Non, mais si un État est comateux, si un État... Akila, tu n'es pas attendre aujourd'hui avec le gouvernement. Non, mais si un État est comateux, si un État se volatilise et que les chefs parodient dans la nature, on va se livrer aussi à de telles pratiques. Moi, je ne peux pas comprendre que Yaya peut me dire que la faute revient toujours aux habitants, mais qu'on sorte un peu de ce débat. La première responsabilité incombe à eux. Je finis, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je vous ai... C'est une précision, Akila. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je dis que la responsabilité, c'est l'autorité. Parce qu'il y a le fonds d'entretien routier, il y a le patrimoine bâti public. Les gens qui vendent des maisons, quand ils parlent d'un domicile où vit Makanera, et moi je dis son nom, Makanera vit dans un lieu où déjà on connaît tous. Aujourd'hui, il y a des grands patrons qui construisent et vous avez vu comment ces patrons viennent colmater tout cela au département, à la direction. Aujourd'hui, c'est la direction là même qui les demande d'aller construire. Maintenant, quand dégâts se posent, ça veut dire que la responsabilité, elle peut aussi revenir à l'État. Mais s'ils ont accepté de prendre une décision allant dans le sens de démolir certaines maisons, mais n'oubliez pas qu'il y a des titres fonciers. Est-ce que vous allez dédommager ces personnes? Pourquoi il y a un risque. Il y a un risque. Pourquoi ne pas canaliser ces eaux? Parce qu'il y a de ces lieux, c'est pas aussi c'est faussé. On n'obstrue pas le passage d'eau. Mais plutôt, ils ont refusé de canaliser l'eau. Et quand l'eau n'est pas canalisée, il y aura des dégâts. C'est pourquoi je dis que l'État, si l'État était mourant, l'État commence à ressurgir. On attend de voir la suite, mais qu'on le fasse aussi de façon prompte pour ne pas que les citoyens qui se verront face à cette situation se retrouvent ou dorment à la belle étoile. Bien, c'est déjà compris, donc c'est tout ce que nous pouvons dire par rapport à cette décision du gouvernement. Notamment, nous allons voir est-ce que dans l'application de cette mesure, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers l'AGEROUTE, pourra en tout cas mener cette activité sans beaucoup de cris, il faut le dire, et éviter une autre manne financière au gouvernement et à l'État. C'est la grosse question que nous nous posons. Et tout à l'heure, je vous l'annonçais, nous allons recevoir notre invité du jour. Il est le coordinateur national de la nouvelle alliance appelée APR. Et il va se prêter à nos questions tout à l'heure après cette courte transition.
Vous êtes sur la 89.5 Kavi FM, sur Kavi Média Flash Guinée, Kavi Média sur Facebook. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde à travers Kavi Média. Vous pourrez également regarder cette émission et l'écouter en direct. Il est déjà confortablement installé, je vous l'annonçais, Monsieur Pépé Francis Rabat. Il est le coordinateur national de l'Alliance pour le progrès et le renouveau. Il essaie d'entamer un véritable processus de dialogue avec le gouvernement actuel, avec la transition guinéenne, si on peut le dire comme ça. Monsieur Pépé Francis Rabat, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ancien de l'ANAD, aujourd'hui à la tête de l'APR. Parlez-nous un peu d'abord de l'APR. Pourquoi la création de cette alliance, pendant que vous pouvez quand même rester à l'ANAD? Et vous avez dénoncé certaines pratiques que vous aurez pu résoudre parce qu'on nous apprend que vous étiez à la tête d'une commission qui avait ce poids et cette force. Écoutez, nous avons effectivement une grande majorité, nous qui sommes au sein de notre alliance. Nous venons effectivement de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie que nous avons créée, d'ailleurs au siège de notre formation politique à Kobaya. Et vous savez, souvenez-vous que quand le CNRD a pris le pouvoir, nous étions quand même en tant qu'alliance, notre ancienne alliance était l'alliance qui l'avait supporté au départ. Certains leaders ont même dansé. Et donc, chemin faisant, quelques mois après, je pense qu'on avait répondu à tous les appels au dialogue. On est allé au palais, on est allé au niveau du ministère, on est allé à l'hôtel. Et malheureusement, bon, le débat de participation à ce processus de dialogue s'est souvent posé. Et quand vous êtes dans une coalition qui contient pratiquement 25 formations politiques, et il y a des règles de jeu. Et vous décidez en grande majorité. S'il n'y a pas si tout le monde n'est pas d'accord pour une décision, vous décidez dans la majorité. Et j'étais l'une des personnes qui portait cette voie-là. Et donc, depuis longtemps, de toutes les façons, la question de participation ou non, n'est-ce pas, au cadre de dialogue, s'était posée. Certains étaient pour, d'autres contre. Et surtout, quand vous êtes dans une telle alliance en politique qui n'est pas une alliance électorale, c'est quasiment contrairement à ce que les gens pensent. C'est chacun pour soi pendant les élections et Dieu pour tous, sauf l'élection présidentielle peut vous lier. Et donc nous, en tant que jeune formation politique, qui avons des moyens, on va dire plus ou moins modestes, nous avons donc décidé de mutualiser nos efforts. De quitter le navire de l'ANAD. De mutualiser nos efforts et de nous focaliser dans la préparation des futures élections. Je pense que c'est très important qu'on nous... Et puis, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous étions interpellés constamment par nos bureaux politiques nationaux. Ça, vous pouvez demander, par nos structures à la base, par même par nos représentations à l'étranger, nos diasporas. Les gens voulaient qu'on prenne notre destin en main et qu'on commence nous-mêmes à proposer nos propres idées aux populations guinéennes. Et l'une des raisons encore pour lesquelles on a quitté, on voulait franchement contribuer, n'est-ce pas, à l'apaisement de la cité, à la réussite de la transition à travers notre intégration, n'est-ce pas, au cadre de dialogue, pour que nous puissions, ce que nous dénoncions au niveau des médias, nous puissions autour de la table proposer ces idées-là, argumenter pour que ces idées soient prises en compte. Et c'est ce que nous, en tout cas, c'était notre point de vue à l'intérieur, et c'est ce point de vue-là que nous défendons aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est donc une fierté pour nous d'être aujourd'hui complètement indépendants. Et quoi que vous fassiez, quand vous êtes là-bas, les gens pensent que vous fassiez tout pour Cellou. Quand vous allez voir vos militants, ils disent « Ah, il est en train de mobiliser pour Cellou ». Quand vous proposez des idées, « Ah, ben, ils ne sont pas indépendants ». Pour nous, c'était un peu gênant. On en avait un peu marre alors qu'on est des leaders politiques. Nous avons créé nos formations politiques pour être conseillers communaux, pour être députés, pour être président de la République. Et nous n'avons pas créé nos formations plus pour un individu, ni pour une alliance spécifique. Donc voilà, entre autres, quelques raisons suffisamment, n'est-ce pas, solides pour lesquelles nous avons décidé d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et mes amis m'ont fait confiance et ils m'ont donc confié la destinée, n'est-ce pas, de notre nouvelle alliance, l'Alliance pour la République. APR. Alors, votre alliance, elle compose combien de partis politiques
Et quand ces partis politiques, combien ont des sièges? Également, est-ce que, parce qu'après la mise en place de votre coalition, après le divorce consommé avec l'ANAD, les informations spéculaient comme quoi vous êtes rendu, voilà, au palais M5 et les images même circulaient chez certains. Est-ce que vous nous confirmez cela et comment vous représentez aujourd'hui cette alliance? L'alliance est dirigée par notre formation politique du GDD. Nous avons un siège connu par la presse. C'est là-bas nous avons fondé l'alliance l'ANAD. C'est à Kobaya. Nous sommes en train d'aménager au carrefour de Lambagny parce qu'on a des difficultés avec celui qui nous a loué là-bas, qui est de la diaspora. Et il y a aussi mon ami, moi je dirigeais la commission politique de l'ANAD. Il y a mon ami, mon collègue Aboubakar Ambiro-Souma qui dirigeait la commission organisation et mobilisation, qui a son siège à Amdalaï, à la mosquée Kabalea, connue par une bonne partie de la presse. Vous avez le FPDD à l'époque qui voulait présenter le capitaine Moussa Dadis Camara, qui a son siège à Lambagny. Vous avez l'ancienne présidente de la commission des affaires des affaires sociales et religieuses, qui est Madame Diba Fofana, qui a son siège autour de T8. Nous sommes 9 partis politiques. Je ne cite que cela pour vous dire que nous sommes et nous sommes habitués à compétir, à aller aux élections, que ce soit au niveau communal, au niveau législatif ou au niveau présidentiel. Je pense que les rumeurs qui parlent de notre rencontre avec le palais, je pense qu'il faut les laisser pour le compte, n'est-ce pas, de ceux-là qui veulent nous châtier, de ceux-là qui sont mécontents parce qu'on les a quittés. Parce que je n'ai jamais, je suis père de famille, j'ai des enfants, jamais rencontré le président de la République. Je me suis jamais rencontré. C'est-à-dire, on n'y sait jamais. Je veux dire, ce n'est que des rumeurs. Et si personnellement l'opportunité m'était présentée d'y aller, j'allais y aller avec fierté. Parce que pour moi, c'est le président de la République. Même si Loudalen Diallo se plaignait parce qu'il ne le rencontrait pas quand on était ensemble. Donc il ne faut pas que des gens créent des problèmes là où il n'y en a pas. Tous les présidents de coalition, les présidents de formation politique veulent rencontrer le président Mamadi Doumbouya. Nous n'allons pas faire l'exception. S'il veut nous rencontrer, nous irons le rencontrer. Ce serait avec plaisir. Monsieur Rabat, Akila, laisse-moi insister sur le point. D'accord. Le président Cellou Dalein se plaignait parce qu'il ne rencontrait pas Mamadi Doumbouya. Vous le confirmez? Mais je suis en train de vous dire que même le président en Cellou, d'accord, que ce soit le président Mamadou Silla, d'accord, quand vous rencontrez, si il n'y a pas de dialogue direct, il n'y a pas de communication directe, naturellement, et sans les mains pas à l'aise. Et vous avez vu, dès qu'ils ont pris le pouvoir, vous avez vu les présidents en Baouri aller le rencontrer. Je vois rien mal. Et je vous dis, ils communiquaient avec le président. Est-ce que le président, Cellou Dalein Diallo, se plaignait parce qu'il ne rencontrait pas le colonel Mamadi Doumbouya? C'est important, mais est-ce que vous savez qu'il communique actuellement avec le président de la transition? Ça, je ne le sais pas. Et je ne le crois même pas. Moi, je vous informe. D'accord. Voilà. D'accord. Je ne le sais pas. D'accord. Alors, qu'en est-il? Parce que c'est très important quand on parle de l'alternance pour la démocratie, pour son alter ego et autres. Qu'en est-il de la lettre que certains de vos membres ont adressée pour au moins rencontrer le président de la transition? Est-ce que ça aussi, c'était une folle rumeur? Non, ça je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est possible. Vous savez, je ne peux pas. Mais parce qu'au protocole, au protocole, la lettre, elle est là-bas. Oh non, moi je ne me souviens même pas. En tout cas, nous sommes les sorciers du palais M5. Non, je suis en train de te dire. Moi, je n'ai jamais écrit une lettre pour rencontrer le président. Par contre, quand on a quitté récemment, nous avons demandé des audiences, que ce soit au Premier ministre ou au ministre de l'administration du territoire, pour qu'on puisse savoir quel est le niveau d'avancement, n'est-ce pas, du dialogue, pour que petit à petit nous puissions nous imprégner de la situation. Et si nous avons des propositions à faire, pour que nous puissions le faire. Bien. Monsieur le Président, si vous me permettez, Cellou, c'était un grand ami à vous. Alors, est-ce que vous avez fait cas à votre ami de toutes les observations que vous receviez de l'extérieur? Ça, c'est la première question. La deuxième question...
La deuxième question, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous perdiez votre temps au niveau de l'ANAD et vous ne croyez plus au destin présidentiel de Cellou? Je vais répondre à tout ça par quelques mots. Je pense que nous voudrions franchement prendre notre destin en main. Et nous voudrions proposer nos propres idées aux populations guinéennes. Nous ne voudrions plus être sous le parapluie de quelques leaders que ce soit. Je pense que c'est important. Donc c'est pourquoi on est là où nous sommes. Maintenant, le destin présidentiel, personne ne peut prévenir l'avenir. Et je vous dis, avec tout le respect que j'ai pour le président Cellou, c'est exactement comme le cas du président Alpha Condé. Il y a des gens qui disaient qu'il ne pourrait jamais devenir président en Guinée. Mais je peux dire tout le monde, si Dieu vous trace le chemin de la présidence, vous irez vous irez là-bas. Ouais. Alors, mais nous voudrions forger notre propre personnalité, nous voudrions créer notre propre chemin, nous voudrions, n'est-ce pas, faire du réel politique. Nous ne voudrions plus être, n'est-ce pas, à l'écart, d'accord, et de toutes les grandes rencontres au niveau national pour construire notre pays. Nous ne voudrions plus rester dans les studios, continuer à critiquer de façon quelquefois subjective. Nous voudrions participer, et si nous devons critiquer ce que nous avons vu, nos critiques seront beaucoup plus objectives. Nous ne voudrions plus rester en dehors, mais nous voudrions rester à l'intérieur. Voilà en gros ce que je peux dire. Alors, vous êtes nombreux, laisse-moi renchérir un peu. Vous êtes nombreux de ceux qui ont quitté les 26 partis, ils sont au nombre de 13 maintenant à l'ANAD. Alors, vous et votre ami Hamidou Barry, vous devriez quand même constituer une alliance. Pourquoi cette division entre vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on apprend que il y avait une guerre entre qui devrait prendre la tête si il tentait que vous étiez encore d'accord et que Hamidou n'avait pas voulu céder la place à vous. Non. Moi, je n'aime pas en fait révéler, par exemple, ce qui se passait à l'intérieur de notre coalition à Nantes. Je ne le ferai pas. Mais vous êtes dans une émission. On n'est plus dans l'ANAD, nous sommes. Je voudrais laisser parce que c'est quand même un point d'honneur pour moi. Pour moi, ce qui s'est passé entre des amis dans des couloirs, c'est quand même vilain pour moi de venir autour des plateaux pour le dire. Ça ne me ressemble pas. Mais ça n'allait pas à l'ANAD. C'est que je puis vous dire. Ça n'allait pas, finalement, ça n'allait pas à l'ANAD. Non, je parle entre vous et Hamidou. Non, nous avions voulu quitter. Et cette décision avait été prise. On était quasiment 9 formations politiques d'abord. Il y a une formation qui nous a laissé à 2 mois près de la date butoir. Il y a une autre formation qui nous a laissé à 2 jours, n'est-ce pas, du lancement. Ah bon? Mais il était, oui, mais vous avez vu, on était 8. Ces partis-là sont dans l'ANAD. Oui, maintenant là, ils sont là-bas. Maintenant, qui sont ces partis, monsieur le président? Non, mais regardez la lettre. Allez-y, vous êtes la personne. Oui, Akila, laisse répondre à cette question. Vous êtes là. C'est important. Vous êtes là déjà. Oui, est-ce que vous pouvez nous citer ces partis? C'est évident. Si vous regardez la lettre de démission, il y a Guinée Moderne qui n'avait pas signé la lettre de démission. Voilà, je pense que ça. Sinon, tous les autres, il y avait 6 qui ont signé, après le 7e a signé. Omar Ba, qui est le président du PUL, il a signé après. Maintenant, à l'intérieur, naturellement, et clairement, avant le lancement, plusieurs semaines avant le lancement, certains de nos amis nous ont dit, eux, ils ne viennent pas dans la PR, ils vont créer notre alliance. Nous leur avons donné notre bénédiction. J'étais même le jour de leur lancement. Je suis allé encore les soutenir. J'ai pris le micro et je leur ai souhaité bon vent. Parce que de toutes les façons, c'est ce qui est normal. Ils n'ont pas créé... Je veux dire, les leaders politiques sont complètement indépendants et complètement autonomes avec leurs militants, avec leur bureau exécutif national. Mais c'est un peu décevant quand même si vous vous êtes entendu au début, puisque les démissions ne se font pas comme ça. Il y a des préalables qui se font, il y a des rencontres entre vous. Vous êtes d'accord que ça ne va pas, donc vous êtes d'accord de quitter sur ces principes. Alors, si vous êtes d'accord de quitter, que vous aviez décidé de mettre en place une coalition politique et qu'au finish, Hamidou dit nous voulons prendre notre destin en main, est-ce que vous n'êtes pas déçu un peu de cet acte? Parce que c'est un peu cela. Non, absolument. Quand vous êtes ensemble, après, il y a 2 d'entre vous qui décident d'aller à gauche, naturellement, vous êtes un peu déçu. Mais après, il vous donne des raisons politiques suffisantes et solides.
Et puis, vous ne pouvez que les bénir, c'est ça. C'est tout. Moi, je ne trouve pas, en tout cas, cela comme un acte de trahison ou un acte grave, parce qu'ils sont indépendants. L'autre question, oui, il y a l'autre question, c'est... j'ai qualifié tout à l'heure votre alliance de progrès et de renouveau, parce que dans vos discours, dans vos interventions, j'ai cru entendre ce mot. Vous parlez de progrès parce que vous vous dites à l'ANAD, vous étiez comme dans un blocus. De renouveau parce que vous voulez aller sur de nouvelles bases. Pourquoi accepter de rejoindre le cadre de dialogue? Puisqu'à l'ANAD, vous avez quand même récusé ce cadre de dialogue. Et vous étiez au front, vous avez tenu des discours quand même très durs parce que vous aviez estimé qu'il y avait des dysfonctionnements de ce côté. Aujourd'hui, vous acceptez de rejoindre ce cadre de dialogue. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'on parle de 250 millions qui auraient, je mets ça au conditionnel, auraient été proposés à chaque parti membre de l'APR. Qui ont été proposés à certains partis membres de l'APR. Bon, je vais commencer par la dernière question. Forcément, parce puisqu'on parle d'argent. C'est un manque de respect, je vous assure. Ouais. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un manque de respect pour moi personne, pour notre formation politique. On ne parle pas de vous, mais vos membres. Non. Vos membres, il y a certains de parce vos que membres. Je suis de l'APR. Oui, vous êtes le coordinateur national de l'APR. De l'APR. Ouais. Je n'ai jamais appris cela. Et nous étions ensemble. Si certains ont allé prendre de l'argent en notre nom, ça les engage. Ça, je vous le dis. Oui, et ça vous engage aussi parce qu'ils sont membres de votre alliance. Non. Monsieur Rabat. J'ai communiqué avec tous les membres. Je les connais comme ma main. Et je ne crois pas. Nous sommes en politique. Bon, c'est certainement. Mais je suis quand même étonné. Je vous donne juste une anecdote. Moi, je vis à Kaporo, au cœur de Conakry, chez moi. La seule parcelle coûte minimum 10 fois ça. Je veux dire, je ne parle pas d'autres constructions que j'ai. Moi, je viens du secteur privé où j'avais de bonnes rémunérations. J'ai préparé mon avenir. J'ai des dizaines de domaines à l'intérieur du pays. Il ne faut pas que des gens nous manquent de respect. Et ce n'est pas possible que des gens nous concoctent des rumeurs comme ça. Quand on veut abattre son chien, on l'a queue de rage. Je pense que ces rumeurs-là appartiennent à ceux qui veulent nous abattre. Nous avons de l'expérience. Nous sommes droits dans nos bottes. Nous voudrions proposer nos idées au peuple. Nous avons pris notre destin en main. Je pense que c'est ce qui est important pour moi. Effectivement, nous avons, je vous ai dit, le débat de notre participation ou non au sein de la coalition, ça se posait souvent. Quand nous sillonnions pour rencontrer nos partenaires techniques et financiers, nous sommes allés... Vous avez même rencontré l'ambassade des États-Unis. C'est ce qui a gâché notre premier rendez-vous. Parce que vous devez intervenir dans cette émission. Tout à fait. Avant même qu'on ne les rencontre, quand nous avions maintenant le manteau de l'APR, lorsque nous avions le manteau de l'ANAD, nous avions sillonné toutes les ambassades et même les Nations Unies. Tous nous ont dit la crise guinéenne ne peut se résoudre que autour du cadre de dialogue. Je vous dis sur mon honneur, tous, sans exception. Mais quand vous regardez, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais quand vous regardez, vous trouverez qu'il y a des caprices, des situations individuelles qui font que vous ne partez pas au cadre de dialogue. Donc, quels sont ces caprices? Non, c'est des caprices de certains présidents, vous venez de l'ANAD, de certains partis. Est-ce que c'est Lou? Est-ce que c'est les Djabati Doré? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'enfin vous avez décidé de quitter l'ANAD? Parce que quand vous nous parlez des caprices et puis vous parlez des rencontres avec les ambassadeurs, c'est comme si d'un côté c'est eux qui vous dictaient ce que vous devez faire. Non. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Allez-y, on vous écoute. Monsieur. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous avez... Oui, on va l'écouter. C'est ce que je suis en train de Allez-y, monsieur Rabat. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Nous, en tout cas, nous qui sommes, nous sommes 4 formations politiques, 5 au sein de notre alliance. Nous voudrions participer au cadre de dialogue. Je pense que c'est essentiel. C'était notre point de vue. Alors, maintenant, les autres questions-là, comme je vous ai dit, c'est un point d'honneur pour moi. Mais ce que je sais, c'est qu'objectivement, tout le monde, que ce soit nos militants, que ce soit les personnes ressources qui nous supportent, mais qu'est-ce que vous faites? Participez, n'est-ce pas, à l'apaisement de la cité. Vous êtes des jeunes formats. Vous ne savez pas
comment les activités sont en train d'être mises en œuvre pour le retour à leur constitution. Comment vous allez vous apprêter pour être conseiller communal, pour être député, et comment vous allez vous apprêter pour être président de la République. Il y a, vous savez, deux mastodontes de la politique. Vous avez le RPG et l'UFDG. Ces partis-là, même s'ils ne participent à rien, à la fin de la journée, à l'approche des élections, ces partis peuvent être prêts. Mais ce n'est pas notre cas. Nous, il faut qu'on focalise tous nos efforts pour que nous soyons à leur niveau à l'arrivée. C'est ce que nous voulons faire. Je pense que tous les autres là, est-ce que d'un côté, vous n'êtes pas en train de nous dire que vous n'avez pas les mêmes militants, la même popularité que l'UFDG et le RPG? Est-ce que c'est pas ce qui vous a poussé à quitter l'ANAD pour au moins vous focaliser un autre objectif? Mais, s'il vous plaît, quand vous êtes au départ, souvenez-vous, nous étions une quarantaine de partis politiques au sein de l'ANAD électorale. Avant 2020, il y avait plus de 650 mouvements de soutien. Quand on signait le 14 juillet 2021 l'alliance politique, nous étions 25. Vous avez vu comment ça a descendu. Et la dernière charte que l'ANAD a signée, ils n'étaient que 13. C'est pour vous dire, est-ce que la vraie question, pourquoi les gens quittent? Je pense que cette question, c'est eux qui doivent répondre. Maintenant, ce que je veux juste vous dire, c'est que, effectivement, quand vous êtes nombreux, naturellement, vous êtes conscient, quelquefois, des difficultés que vous avez, des défis que vous devez relever au sein de votre maison. Mais si vous en prenez conscience, tant mieux. Et nous pensons qu'il y a des défis à relever et nous devons recentrer nos efforts sur la redynamisation de nos comités de base, nos sections, nos fédérations, pour que nous soyons prêts à l'arrivée. C'est ça la vérité. Monsieur le Président, il y avait ma première question qui n'a pas été répondue, mais bon. Allez, on revient sur la question. On ne passe pas. Oui. Répétez la question pour qu'elle puisse être répondue, parce que là, on est dans une émission. Vous n'avez pas été entendu au niveau de l'ANAD. Vous aviez des propositions. Alors, dans une alliance, il y a une ligne. Donc c'est une forme de disons, c'est une forme de colonisation, s'il faut le dire comme ça. Vous en avez marre de cette colonisation-là. Vous avez décidé de prendre votre responsabilité sur vous et de participer au cadre de dialogue. Est-ce que c'est lui qui est votre ami par ailleurs? Est-ce que vous avez pu quand même échanger avec lui et lui faire comprendre, voilà, c'est pourquoi nous quittons l'ANAD? Et quelle était sa réponse? C'est la première question. La deuxième question, vous décidez de rejoindre. Si on a les questions par question, ça va permettre à non. C'est pourquoi on n'a pas pu répondre à l'autre question. On va répondre à la première, puis tu reposes la deuxième question pour qu'on n'oublie pas. Oui, allez-y, Monsieur Rabat, la première question. Nous avons un espace de communication et au sein de l'ANAD, c'est la plénière. Nous avons un espace de communication. Nous y communiquons. Chacun connaît la position des uns et des autres. Le président Selou, il est à l'étranger depuis un bon moment. Et vous échangez au téléphone? Très peu. Je vous dis très peu. Je ne veux pas vous raconter encore une fois des trucs de l'interne. Je veux dire, laissons le président Selou en paix parce qu'il est en train de diriger sa formation politique, l'UFDG. Il est en train de tout faire pour l'amener à la présidence. Moi, je veux construire mon parti politique, l'UGDD. Je veux construire, n'est-ce pas, notre alliance. Et pour que nous puissions aussi aller vers la présidence. Pour moi, aujourd'hui, ça doit être notre préoccupation fondamentale. Le passé, moi, je l'assume. Tout ce que j'ai fait, je l'assume. Vous avez vu, j'étais quand même son directeur de campagne à Zérikouré. Et quand il est venu voir, il m'a dit qu'il n'a jamais vécu ça. Qu'il n'a jamais vécu. Et c'est là, le président Alpha Condé s'était déplacé à cause de la réception qu'on avait faite. Je pense que ça, je l'assume. Je veux juste assumer tout ce qu'on a fait ensemble. Et puis, je veux me focaliser sur l'avenir. Le président Selou, laissons-le dans son coin. Il est en train de se battre. Il est en train de tout faire pour se sortir de certains états, pour rétablir le dialogue avec le CNRD. Je pense que c'est ça. Parce qu'il est aussi demandeur de dialogue comme nous. Nous étions demandeurs aujourd'hui. Nous avons décidé sans préalable. Nous, nos préalables, c'était que nous étions sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, nous sommes libres de tout mouvement et nous sommes là-bas. Et j'espère, puisque les autorités disent que le cadre de dialogue, que c'est dynamique, donc ça veut dire que les conclusions, n'est-ce pas, tirées de la première session, peuvent être rectifiées, peuvent être améliorées, peuvent être amendées. Et donc c'est pourquoi nous, et puis ils disent qu'ils vont respecter le chronogramme de la transition. Je pense que nous supportons le chronogramme de la CEDEAO. Nous voudrions une constitution complètement impartiale, une constitution équitable, qui n'exclut pas une partie des Guinéens. C'est ce que nous avons toujours dit. Nous voudrions que le pouvoir soit donné au peuple de Guinée de choisir leurs représentants. Nous voudrions un code électoral peaufiné.
il y a déjà une base qui avait été discutée avec le NDI. Nous avons été surpris que le NDI, quand nous avons demandé, et le NDI travaille déjà avec le CNT. Le CEDEAO travaille, tout le monde travaille dans le cadre de dialogue pour construire, pour préparer les futures élections. Nous, qui nous étions pour tout le temps refusés. C'est pourquoi je parle de caprice. C'est pourquoi je dis, nous y sommes. Nous avons des avis tranchés, par exemple, par rapport à la manifestation. Nous pensons que c'est un droit. Nous pensons que la Guinée est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et étant un état de droit, les manifestations doivent être acceptées, protégées, parce que c'est le seul outil à la disposition des populations pour manifester leur mécontentement. Par contre, nous ne voudrions plus, nous, supporter des manifestations éclatées qui peuvent nuire à la fois au public et à la fois au privé. Voilà, en gros, je pense que nous sommes nous avons des idées qu'on défendait, et ces idées-là, nous continuerons à les défendre, parce que nos militants et sympathisants nous reconnaissent à travers ces idées. Oui, il y a la deuxième question. Et donc, le divorce est consommé? Absolument. Bien. Alors, la deuxième question, vous avez décidé de rejoindre la table de dialogue. Que comptez-vous apporter dans ce cadre de dialogue? Alors, je viens d'énumérer quelques éléments. Hein. Puisque les autorités disent que c'est un cadre de dialogue permanent et ouvert. Et quand nous avons écrit pour notre intégration, ils ont validé. Et donc, nous avons des rendez-vous que nous respecterons avec les facilitatrices pour qu'on puisse comprendre mieux comment nous pouvons, pour qu'on puisse avoir les documents en main. Je veux dire, nous n'avions ni visibilité ni lisibilité. Vous êtes des acteurs politiques, vous voulez compétir, mais vous n'avez ni lisibilité ni visibilité sur ce qui se passe. Nous voudrions sortir de ça. Quand nous aurons les documents, nous allons les lire. Nous sommes en train de communiquer avec ceux qui étaient là-bas. Ils sont en train de nous mettre au courant au fil de l'eau de l'avancement des choses. Et concrètement, nous allons, à travers ça, proposer, n'est-ce pas, des amendements ou proposer des améliorations. Si elles sont prises en compte, tant mieux. Si elles ne sont pas prises en compte, naturellement, nous sommes des hommes politiques quand même. Nous dirons ce que nous ne voulons pas. Nous dirons ce que nous voulons. Voilà ce que je peux vous dire. Et je pense que nous avions fait un mémorandum, nous, au sein de l'ANA. Ce mémorandum, nous sommes titulaires de ce mémorandum, en tout cas en grande partie. Je pense que il y a une équipe qui est en train de travailler pour ajouter de nouvelles idées. Par exemple, nous voudrions une nouvelle répartition ou bien une nouvelle cartographie des circonscriptions. Nous ne voudrions pas rester dans le statu quo. Voilà des éléments nouveaux que nous allons apporter qui peuvent être pris en compte ou pas. Bien. Peut-être cette question, c'est aujourd'hui, vous avez quand même accepté de rejoindre la table du dialogue ou le cadre du dialogue. Dites-nous concrètement, puisque la question se pose dans la cité, est-ce que vous avez été approché par un membre quelconque du gouvernement ou du CNRD? Je parle de l'APR, ou vous personnellement? Non, je vais vous dire quand même une vérité. Je connais énormément, je connais des ministres. Le président de l'Assemblée, c'est la même génération, on a tous étudié ensemble. D'accord. Donc, pour moi, je suis dans une position aujourd'hui normale. Parce que je les ai connus. C'est des gens qui sont en train de faire leur mieux pour aider le pays. Et donc, naturellement, s'ils acceptent qu'on discute, s'ils acceptent, n'est-ce pas, qu'on négocie, s'ils acceptent, n'est-ce pas, qu'on contribue aux efforts qu'ils sont en train de consentir, tant mieux. Nous, ça nous fera plaisir. Est-ce qu'ils vous ont approché? Pas encore. Donc, encore. Vous le dites de façon officielle, vous n'aviez été approché ni par un membre du gouvernement, ni par un cadre du CNRD. Vous le confirmez dans ce studio, sur ce plateau? Non, je n'ai jamais même rencontré un cadre du CNRD. Des membres du gouvernement, j'en rencontre. J'en rencontre. J'en rencontre. Et ça, c'est de temps en temps. Parce que nous appartenons, il y en a à la même association, parce que nous fréquentons les mêmes lieux. C'est ça la vérité. On parle de votre rapport très étroit avec le Premier ministre, avec qui vous auriez même de rapports, disons, sociaux ou familiaux. Est-ce que vous confirmez cela? Absolument. Absolument, je le connais. Je le connais, nous avons des rapports sociaux, mais nous n'avons pas de rapport politique. C'est un homme d'affaires qui quand même, en tant que lui, et qui est en train d'écrire une nouvelle page de notre pays.
Mais il n'y a pas de rapport de subordination, de rapport politique entre nous, non. Donc il vous a jamais approché pour une quelconque question politique depuis son avènement et depuis qu'il est Premier ministre du gouvernement j'ai quand même, de la transition. Vous savez pourquoi souvent ces questions-là m'étonnent. J'ai quand même été là pendant qu'il prenait le pouvoir. Nous étions ensemble 2 jours avant qu'il soit nommé ministre du Commerce. Nous étions ensemble. Nous avons bu ensemble. Nous étions ensemble. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à faire, à porter la voix du peuple, à faire le travail qui est le mien. Il a été porté à la primature. Nous l'avons félicité. Nous l'avons rencontré de temps en temps dans le cadre familial. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à faire mon job, à porter la voix de la NAD, à même faire une tournée risquée à l'intérieur du pays. À l'époque, aucun vice-président de l'UFDG ne pouvait oser aller à l'intérieur. C'est moi qui ai conduit la mission là. Je suis allé, j'ai porté la voix de la NAD, j'ai redynamisé nos structures. De Farana jusqu'à Lola, Guéguédou, nous sommes passés partout. Et puis nous sommes arrivés. Je pense qu'il faut que les gens aient quand même, je veux dire, un peu de respect pour nous. Parce que ça aurait été certain, mais c'est fini. Avoir un ami, Premier ministre, mais il serait là chez lui tous les jours. Oui, mais je pense que puisque cette question se pose, c'est un ami, c'est son ami qui est Premier ministre, donc il quitte la NAD, il va bientôt rejoindre le cadre du dialogue. Certes, il a eu un pot de vent, certes, il a été approché par le Premier ministre, qui reste quand même son ami. C'est pas quelqu'un qui se mouille. Je vous assure, c'est quelqu'un, celui que j'ai connu, c'est comme moi. C'est des gens d'honneur. Je veux vous dire que c'est... Tu peux dire sur quelqu'un comme ça, tu peux parler de pot de vin, corruption. Je ne te croirais pas. Il faut que je vois. C'est pas possible. C'est un groupe que nous avons. C'est pas aujourd'hui. Si vous voyez le niveau que j'ai, je vis chez moi à Caporo, d'autres villas ici, tous ont le même niveau. Je ne sais pas pourquoi 100 millions, 200 millions. Tous ont un niveau. Financièrement, c'est des personnes indépendantes. Solides. Tous ont un background qui s'évalue à des milliards, tous sans exception, tous nos amis. Donc, je ne vois pas en quoi, c'est ça la vérité. Bien. Donc, oui, il y a la question. Alors, Monsieur le Président, nous avons réussi ici de leaders politiques, pas les moindres, qui semblaient être très proches du CNRD dès les premières heures de la prise du pouvoir, mais qui semblent être un peu réticents, un peu déçus par rapport à un éventuel glissement du calendrier électoral. Alors, quelle est votre analyse sur cette question? Parce que le délai s'approche à grands pas. En réalité, rien ne semble être effectif sur le terrain. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que l'IGDD sera candidat à l'élection présidentielle de 2024? Si élection, il y en aura. Absolument. Nous sommes en train de nous préparer, de construire notre parti politique pour que nous soyons candidats aux futures élections. Ou alors, nous avons une alliance électorale pour porter notre alliance électorale, n'est-ce pas, au pouvoir. Je pense que la réponse, elle est claire. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons quitté là où nous sommes. Parce que là-bas, vous n'êtes liés que pour l'élection présidentielle. Donc, vous êtes subordonnés. Donc, maintenant, les gens qui sont pessimistes, qui étaient dans le cadre de là, qui sont aujourd'hui pessimistes, c'est de leur droit. Eux, ils connaissent ce qui se passe. Nous ne savons même pas ce qui est en train de se passer. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que nous avons travaillé. Encore une fois, c'était au siège de l'UGDD à Kobaya. Les mémos que nous avions fait pour l'ANA, nous avons travaillé là-bas. À l'époque encore, il y avait Kiamo Bogola Haba avec nous. Il y avait des anciens députés. Il y avait un ancien ministre. Il y avait des anciens membres du CNT sous le CNDD. Il y avait des leaders politiques. Nous avons travaillé sur le mémorandum en Calais avec un ancien commissaire de l'ancienne CENI qui a fait des simulations sur un logiciel, n'est-ce pas, de gestion de projets performants. On peut organiser les élections là en 12 mois, en 10 mois, 12 mois maximum. Si vous venez, l'ANAD avait proposé 15 mois. 15 mois. Ça veut dire 12 mois plus 3 mois. Plus 3 mois. Alors, nous avons ajouté les 3 mois que pour question de marge. Souvenez-vous que nous avons déjà fait 2 ans, presque bientôt le 5 septembre. Je pense qu'il y a du travail qui a déjà été fait. Pour nous, on peut construire. La première chose, un fichier électoral, je vous assure, en 3 mois, en 4 mois max. Parce que
il y a le code, n'est-ce pas, électoral qui définit comment construire un fichier électoral. Et les délais sont à l'intérieur. On peut, n'est-ce pas, construire, on peut proposer aux populations une constitution en 1 mois, en 2 mois. Le travail est déjà fait. C'est juste fixer la date du référendum. D'accord? On peut, d'accord, mettre en place un organe de gestion d'élection. C'est juste, encore une fois, c'est le travail du CNT. Tout le travail là, il y a des commissions qui sont en train de travailler dessus. On peut, n'est-ce pas, donc faire tout ça à l'intérieur d'un an. C'est pourquoi moi je ne doute pas. Quand le CNRD, son gouvernement, disent qu'ils ne feront pas un jour de plus après 2024. Parce que nous avions travaillé des experts qui sont conscients. Effectivement, on peut organiser les élections en 1 an au maximum. Et nous sommes encore nous sommes à 1 an, pratiquement 8 mois. Nous sommes à 18 mois de la fin de la transition. Donc moi, je pense que le chronogramme sera respecté. Et je ne suis pas aussi pessimiste que les gens qui y sont. Et comment mobiliser les 6 000 milliards? Parce que là est la question. C'est vrai qu'on peut avoir cette volonté, que le CNRD peut afficher cette volonté de vouloir rendre le pouvoir aux civils. Mais de l'autre côté, il y a quand même cette question financière qui se pose. Aujourd'hui, si vous étiez à la place du CNRD, comment auriez-vous procédé pour la mobilisation de ces fonds, de ces 6 000 milliards, comme ils le prétendent? Je pense que le premier élément de la mobilisation de fonds, c'est qu'il faut justifier l'utilisation. Il faut faire des projets extrêmement bancables. Mais d'après ce que nous avons entendu parler, encore une fois, nous ne sommes pas à l'intérieur. C'est que c'est des simulations de montants. C'est des simulations. C'est-à-dire, les 6 000 milliards ne sont pas fondés sur des activités concrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous identifions les activités concrètes pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous les évaluons. Parce que quand même, il y a des experts nationaux. On a déjà organisé énormément d'élections. Oui. La Sierra Leone vient d'organiser des élections. Oui. Ça ne tombe pas du ciel là. Si nous évaluons, nous trouvons effectivement que c'est les 600 milliards, parce qu'il ne faut pas dire un montant comme ça. C'est que c'est les 6 000 milliards, naturellement. Je pense qu'on aura le financement. Parce que, quand même, le budget de l'État, Alpha Condé a organisé des élections à lui seul ici. Il y a le budget de l'État et il y a la CEDEAO aussi qui avait promis, n'est-ce pas, d'aider notre pays. Mais la responsabilité incombe à la Guinée. C'est nous qui devons justifier le bien fondé de la mobilisation. On est déjà pris par le temps. Rapidement, une question, pas deux. Une question, monsieur le président de l'APR, monsieur le coordinateur de l'APR. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous étions avec un de nos confrères du côté de Cancan. Il y a des mouvements de soutien qui fusent de partout. Et là, pas pour les résultats ou disons, pas pour cette opération de développement que le CNRD est en train de déclencher, mais un mouvement de soutien qui demanderait au président de rester au pouvoir. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Oui, en 30 secondes, monsieur Rabat. Vous savez, le président Mamadi Doumbouya a toujours dit qu'il ne veut pas entendre parler de ces mouvements de soutien. Il les a toujours dénoncés. J'espère qu'il continuera à le faire parce que ça contribue à l'apaisement de la cité. Ce qui a plongé notre pays sous le CNDD, c'est quand il y a eu des velléités, n'est-ce pas, de confiscation de pouvoir. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Et donc, je pense que c'est des mouvements sporadiques qui vont disparaître de nouveau. Bien, ce qui est bien dit. Et il faut rappeler que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Alphonse Charles White, a instruit à ce qu'il y ait des poursuites, qu'on engage des poursuites judiciaires contre même les organisateurs de ces mouvements. Une information qui vient de nous parvenir à l'instant même par quelqu'un du cabinet, responsable du cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Pépé Francis Rabat, merci d'être passé dans cette émission. Grand merci à vous de m'avoir invité. Merci à vos millions d'auditeurs qui nous écoutent. On espère vous retrouver pour parler d'autres actualités liées à la politique. Ça me fera plaisir. Vous avez un très beau studio. J'aimerais me retrouver ici de nouveau. Merci bien. Merci à Diallo, enquêteur en chef de cette émission. Merci Abdallah. Merci à Akila, toujours droit dans ses bottes. Merci à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Amen. Il faut le dire. Donc on se retrouve demain, même fréquence. Merci à l'équipe technique du jour, à la régie, Vabako Ivogi, Assanso, Robert Krouma, Salif Bangoura, Melika Sitaouteik, à la réalisation, Michel Wamounou, production
l'émission Alpha Silla. À la radio, nous ont accompagné Mamadou Diallo, Mohamed Yatara, Kandé Sankan, le tout chapeauté par notre directeur technique Omar Diallo. Merci à tous de nous avoir suivis. On se reprend demain pour d'autres actualités dans votre émission, Le Scanner. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 dès 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kaby Média.